Bonjour à tous et toutes. Donc on va commencer cet atelier ici. Donc quelles compétences pour une transformation réussie avec The Num Factory. Donc je vais vous faire une petite introduction. Donc, en fait, le thème aujourd'hui sera d'aborder aujourd'hui la question des compétences à l'heure de la transformation digitale. Oui, excusez-moi, je ne tiens pas très bien le micro. Donc voilà, le premier point qu'on va aborder, c'est le cas justement des compétences dans le numérique et l'état aujourd'hui des compétences dans le monde professionnel et l'importance des compétences numériques en entreprise. Donc j'ai abordé un premier point, c'est une étude de Randstad qui est sortie en mars dernier, qui disait que seul un Français sur trois ressent la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences numériques. Il s'en en croit une autre étude de la Commission européenne, 56% des Français ne maîtrisent pas les compétences numériques de base, contre 66% en Allemagne et 68% en Allemagne, et 73% au Royaume-Uni. On voit qu'en France, il y a un certain retard dans la population française en matière de compétences numériques concernant tous les métiers de manière globale. On parle aussi souvent du cas de l'électronisme, qui a une incapacité à se servir du numérique au quotidien, voilà, faire des démarches administratives, acheter un billet de train, et qui touche un quart des Français selon un sondage CSA de février 2018. Pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent. Pour les plus jeunes, déjà, les collégiens, les élèves en école reçoivent une formation numérique de base. Mais pour les salariés, qu'est-ce qui existe? Alors, si on reprend l'étude Randstad, si on se concentre vraiment sur la question des salariés, il y a 9 Français sur 10 qui considèrent que c'est à leur employeur de les former au numérique, et moins de 2 sur 5 estiment que l'entreprise fait assez dans la formation numérique. Donc, c'est tout l'enjeu en fait de la question de la formation numérique en entreprise, de la formation continue au sein par les entreprises, gérées par les employeurs. C'est un point aussi qu'on va aborder dans cet atelier. L'autre aspect aussi, c'est non seulement les compétences numériques pour tous les salariés, mais la question plus spécifique des métiers du numérique, des gens qui sont vraiment spécialistes du sujet. Et là, en fait, il y a aussi un aspect, c'est qu'en France, il y a un manque de professionnels de ces questions, des professionnels, des développeurs, des chefs de projet, des ingénieurs, un manque de compétences numériques. Donc si on prend une étude de la Commission européenne, la pénurie de collaborateurs numériques en Europe s'élèvera à 756 000 personnes en 2020, donc 80 000 pour la France. Donc on voit carrément qu'il y a vraiment une attente dans les prochaines années, une nécessité de former plus de collaborateurs, de professionnels du numérique à ce sujet, et c'est une des missions de la Num Factory. Et en France aussi, le gouvernement a mis en place en 2015 le label Grande École du numérique, qui avait le but de distinguer les meilleures formations dans ce domaine. Donc d'où cette question qui va un petit peu être le fil rouge de cet atelier. Dans le cadre de la transformation digitale, comment valoriser et développer les compétences numériques. Alors pour commencer, on va faire une présentation de tous les intervenants. Donc je vais d'abord présenter Laurent Friard, qui est PDG de Visative, également président du MENEF Lyon-Rhône. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots sur Visative. Nous sommes un acteur du numérique, une entreprise elle-même en transformation, une entreprise qui a une très forte croissance puisque nous faisons 35% de croissance par an depuis 2014. Donc nous sommes plus de 1000 personnes et nous allons faire plus de 200 millions d'euros cette année. Donc on est au cœur de ce sujet qui est la transformation numérique pour les entreprises. Et notamment, j'évoquerai en partant de la stratégie comment accompagner cette transformation qui, bien évidemment, doit être contributrice de croissance et de compétitivité. Et puis, je suis aussi président du MEDEF Lyon-Rhône, qui est un des MEDEF territoriales très actifs sur le sujet à la fois du numérique et de la dynamique d'écosystème, et puis très fier d'avoir contribué avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes à ce magnifique outil qui s'appelle The Num Factory, dont on dessinera les contours. Donc c'est un outil de proximité, c'est un outil de terrain, c'est un outil d'écosystème, et c'est bien par le terrain, l'écosystème et au service de l'entreprise qu'est né The Num Factory. Donc nous avons aussi Paul Gaona, qui est responsable du pôle formation, c'est Adiceo. Oui, bonjour. Donc, Paul Gaona, responsable du pôle formation Adiceo sur le site des Roches-Roussillon, implanté en Isère.
Moi je suis très heureux de participer à cette université. Je suis le tuteur d'Amida, donc c'est très intéressant et moi je suis heureux de venir témoigner ici parce qu'on vit vraiment le numérique et le digital de l'intérieur. Moi je suis absolument pas issu de ce milieu-là, mais j'ai appris sur le terrain en marchant. Et donc on va vous présenter un petit peu nos travaux, nos avancées, ce que nous on a perçu, comment on vit, et ce qu'on essaye de se transmettre l'un à l'autre. Voilà. Et donc Amida Chauvin, qui est donc apprentie chez Adiceo et étudiante à la Nim Factory. Très bien. Et en dernier, donc Rémi Ferrand, donc, qui est consultant, expert numérique et éducation et délégué général des talents du numérique. Exactement, donc une petite présentation de l'association Talents du numérique. Donc c'est une association qui réunit les entreprises et les formations du numérique sur le sujet de l'attractivité et des compétences dans notre domaine. Donc on a à peu près 70 écoles et universités dans notre association et les entreprises sont représentées par le SIGREF, Syntec Numérique et Synovacti. Donc on a deux grandes actions, une action vraiment d'attractivité auprès du grand public. Donc on va à la rencontre des lycéens, des collégiens, de leurs parents, de leurs profs pour leur présenter les métiers et les formations du numérique, mais également une dimension un peu de think tank et de lobbying, et on essaye d'interagir avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement et le ministère de l'enseignement supérieur afin que les compétences numériques soient davantage présentes. Eh ben, on va commencer avec vous pour commencer donc cet atelier. Donc le premier aspect qu'on va aborder, c'est justement les métiers du numérique, des professionnels du numérique et le retard de la France dans ce domaine. Donc pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un retard de la France dans la formation aux métiers du numérique, et pourquoi selon vous ? Alors, faire déjà un petit bilan, puisque vous avez sorti deux chiffres, 756 000 au niveau européen, 80 000 manquent au niveau de la France. Donc, il faut savoir que le secteur du numérique, stricto sensu, crée plus de 30 000 emplois par an de façon structurelle. Et on estime aussi qu'il manque 10 000 diplômés en plus dans le numérique pour assouvir ses besoins. Donc, on voit bien effectivement l'effort que ça va représenter pour nos entreprises et aussi pour les pouvoirs publics, pour créer et faire en sorte que ces diplômés et ces futurs professionnels arrivent sur le marché du travail. Et donc, on peut effectivement se questionner sur la situation de la formation dans le numérique. Alors, je vais schématiquement, je vais parler de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, effectivement, au niveau de l'éducation nationale, il y avait un retard extrêmement important sur les enseignements informatiques. Mais il y a eu quand même des grandes inflexions récemment, donc avec Monsieur Blanquer, sur les enseignements informatique, donc un enseignement obligatoire au niveau de la seconde et après effectivement une nouvelle spécialité dans le cadre effectivement des nouveaux parcours et de ce nouveau lycée qui est en train d'être créé, donc numérique et sciences informatiques. Ce sont des effets évidemment générationnels et effectivement ça va être un peu difficile d'attendre pour nos entreprises et nos écoles que cette nouvelle génération arrive. Donc effectivement il y avait un retard structurel sur la compréhension de la nécessité de mettre des compétences informatiques dès le plus jeune âge. Et au niveau de l'enseignement supérieur, alors le discours c'est moins la qualité finalement des formations, puisque que ce soit nos techniciens ou nos ingénieurs, ils ont globalement un bon niveau et d'ailleurs certains ont des belles carrières à l'international et on vient nous les chercher, que c'est moins aussi peut-être le nombre de formations que finalement le problème de l'attractivité globale de nos métiers. Et donc là, il faut savoir que lorsqu'on fait des études auprès des lycéens sur quelle représentation ils ont sur le numérique, les deux tiers n'ont aucun intérêt et ne souhaitent pas venir pour des raisons de représentation, des représentations négatives, un désintérêt ou simplement pas de représentation du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une globale méconnaissance donc des formations et des métiers du numérique et c'est sur ça qu'il faut véritablement agir. Donc évidemment au sein de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, mais également nous en tant que professionnels, nous en tant qu'entreprise, pour que nos métiers et nos formations soient davantage connus et qu'on soit aussi, et là c'est tout l'intérêt, qu'on ait une communication, une stratégie de communication vis-à-vis de ce public-là, afin de les attirer et de démystifier et revoir un peu effectivement les perceptions que l'on peut transmettre.
Petite question, est-ce que vous pensez qu'il y a un défaut effectivement de la façon dont les jeunes voient les métiers du numérique? Ils se pensent que faire du numérique, c'est forcément savoir coder, forcément réparer un disque dur. Alors je vous invite à aller sur notre site à Talent du numérique, puisqu'on a fait une infographie suite à une enquête auprès de 800 lycéens, et les représentations qu'ils ont sur un professionnel du numérique et ne correspondent pas du tout à la réalité. Ça veut dire que pour eux, c'est une personne seule derrière un écran et qui n'a pas beaucoup d'interaction avec ses collègues, alors qu'on sait très bien, et c'est tout l'objet un peu de ce nouveau type de formation, qu'on est en mode agile, on est en projet, donc il faut avoir des compétences de type soft skills, de la pédagogie, de la communication, il faut interagir avec l'ensemble des directions de l'entreprise. Donc cette image du geek qui nous poursuit, qui peut être aussi, qui peut faire reculer notamment les jeunes filles, parce que c'est un sujet, on pourra peut-être revenir dessus. Et donc c'est sur ça qu'il faut travailler, sur quelle est la réalité des métiers, quelle est la réalité du quotidien, effectivement, d'un manager ou d'un technicien ou d'un ingénieur dans le numérique au sein de l'entreprise ou en tant que consultant. Très bien, je vous remercie beaucoup. On va passer donc à un deuxième aspect, donc savoir qu'est-ce que peuvent faire les entreprises en matière de formation au numérique, de développement de tous ces métiers. Et on peut demander, est-ce que les entreprises sont suffisamment engagées dans ces questions? Donc je pose la question à Laurent Fillard. Bien, déjà moi ce que je souhaitais partager avec vous, c'est tout d'abord une vision, la vision d'une entreprise du futur qui est la convergence entre l'humain et le digital, et ce qu'on appelle l'entreprise plateforme, qui est une entreprise plateforme. Donc cette plateforme à la fois physique, et humaine et digitale. Et je crois que les deux mots qui vont ensemble, qui sont transformation numérique, ne sont pas là par hasard. Ça a été dit, que le côté numérique est vu très techno, et le côté transformation est quand même le côté savoir-être, savoir s'adapter à un monde qui bouge extrêmement vite. Et ce côté transformation est peut-être plus important que le mot numérique. Donc qu'est-ce qu'attendent les entreprises sur cette transformation numérique? C'est tout d'abord, bien évidemment, d'avoir des collaborateurs engagés dans la transformation, donc ce qu'on peut appeler des transformeurs, et ce qu'on a appelé, notamment au travers de Venum Factory, des digital transformers, donc des collaborateurs capables de bien appréhender les opportunités du numérique. Et je crois qu'il faut replacer en tant que chef d'entreprise le sujet d'opportunités numériques, non pas avec une stratégie numérique à côté de la stratégie de l'entreprise, mais bien le numérique au cœur de la stratégie. Donc le numérique qui va contribuer à la croissance, donc à l'innovation de l'entreprise, qui va contribuer à l'excellence opérationnelle, donc à la compétitivité de l'entreprise. Donc c'est bien un numérique qui doit transformer l'entreprise, aussi bien dans ses modes de management que dans ses modes de business model, et qui doit réinventer l'entreprise dans la proximité avec ses collaborateurs, avec ses clients. Donc c'est un sujet profond de transformation. Donc quand on dit sujet profond de transformation, ce qu'on veut faire avec Venum Factory, c'est bien évidemment apporter un socle de compétences technologiques. Et là, on sait tous que c'est extrêmement varié, puisqu'on part du monde du réseau, du monde de la mobilité, des réseaux sociaux, de l'objet connecté, du big data, de l'intelligence artificielle. Donc tout un tas de technologies qui vont extrêmement vite, et d'ailleurs qui sont dans des couloirs aujourd'hui un peu séparés, mais qui vont tous se regrouper un jour sur le sujet du big data, qui devient le pétrole du numérique. Donc il est important d'appréhender le numérique dans sa dimension extrêmement transversale, et notamment au service des métiers et de la façon dont on doit réinventer les métiers pour être encore dans la course et la compétition demain. Donc c'est extrêmement darwinien, c'est-à-dire soit je me transforme, soit je disparais. Ça, c'est des convictions personnelles. Donc ça veut dire qu'il faut remonter le niveau de jeu, et on ne peut pas aujourd'hui servir le numérique en disant c'est juste du marketing digital, donc être sur les réseaux sociaux, avoir un super site internet ou avoir des super codeurs. Le numérique, c'est bien plus profond en termes d'opportunités pour les entreprises. Donc ça, c'est le socle de départ. Donc c'est un sujet de dirigeant. Puisque c'est au cœur de la stratégie, donc c'est bien le dirigeant qui doit mettre à l'impulsion de sa transformation le numérique au cœur de sa stratégie. Donc ça, c'est le premier sujet. Et quand on a dit ça, et notamment on part du contexte de l'entreprise, donc un MEDEF ouvert à l'écoute de ses adhérents, multimétier. Quand on regarde aujourd'hui sur un territoire
comme Auvergne-Rhône-Alpes, où on a plus de 8000 postes non pourvus dans une dynamique de transformation, non seulement dans les acteurs numériques, mais on a du mal à appréhender les besoins côté métier, donc aussi bien dans le monde du bâtiment, de la métallurgie, de la chimie, etc. Tous les métiers se transforment. Donc il était important de construire, pour le coup, une école qui soit au service de ce sujet de transformation. Donc pour répondre clairement à cette première question, et puis pour pas répondre aux questions qui vont venir plus tard, je crois qu'il faut remettre un contexte global, transformation numérique, avec un sujet clair, ce n'est pas un buzzword, c'est pas un mot tarte à la crème, qui est employé à mon avis un peu trop souvent pour des sujets qui ne sont pas au cœur des stratégies d'entreprise. Et comme ça a été dit, le numérique c'est un état d'esprit, c'est du soft skill, c'est du savoir-être, c'est du savoir-devenir, et c'est des compétences. Donc on a bien les deux sujets qu'il faut traiter sur cet aspect-là. Juste une question, je reviens sur un point que vous avez abordé. Est-ce que vous pensez qu'il y a un gap générationnel, culturel entre les managers et les jeunes professionnels du numérique? Alors moi déjà j'ai un concept de base qui est de dire que rajeunir, c'est pas rajouter des jeunes. C'est un état d'esprit et on peut rajeunir à n'importe quel âge à condition qu'on accepte de sortir des zones de confort et qu'on accepte d'apprendre et qu'on est dans un monde où on doit s'adapter. Ça c'est le sens même de l'intelligence, hein, cette capacité à s'adapter à un monde qui bouge. Donc c'est forcément, alors on fait beaucoup de sujets sur les transformations. Alors nous, chez Visiative, on a 1000 collaborateurs. On est passé de 300 collaborateurs à 1000 collaborateurs en l'espace de 4 ans. On a toutes les générations. Et c'est pas une question de génération. Donc ça, bien évidemment, quand on est digital natif, on a la capacité d'usage du numérique plus facile. Mais l'usage du numérique, c'est pas, encore une fois, le numérique au service de la transformation et la transformation des modèles économiques. C'est complètement différent. Donc il y a un sujet usage, pas avoir peur effectivement du numérique, qui est clairement un sujet de génération, parce qu'il y a des gens qui sont, et c'est des générations qui arrivent, qui sont digital natives et qui sont bien évidemment, qui demandent plus d'emails dans l'entreprise, parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur des messageries instantanées, donc on est en train de réinventer et de changer l'email, donc on a des méthodes et des usages qui sont différents. Maintenant, le numérique, c'est aussi la capacité de bien appréhender les métiers, donc ça veut dire de l'expérience de certains métiers, et cette expérience métier qu'il faut digitaliser. Et là, on est au cœur de l'opportunité, qui est de dire, hier je faisais comme ça, avec du papier, je faisais comme ça avec des processus, demain je peux faire comme ça, avec de l'intelligence artificielle, avec des processus automatisés, dans le but d'améliorer l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet, encore une fois, de comité de direction et de transformation. Très bien. Et donc, une des solutions qui a été donc portée pour mieux former, plus et mieux former au numérique, c'est la Num Factory. Donc, qu'on va présenter. Donc, c'était un projet donc, qui a été créé une école qui a été créée en 2018, donc sous l'impulsion du MEDEF Aura, qui est basé à Lyon et qui est labellisé Campus Région du Numérique, donc qui labellise donc le label du gouvernement qui labellise les meilleures formations numériques. Donc c'est une formation donc, qui forme les managers de la transformation digitale, donc effectivement qui ne forme pas effectivement purement des codeurs, purement des techniciens. Et le programme était conçu par l'EPSI, donc qui est l'école privée des sciences informatiques. Et donc le but c'est donc de pallier au manque de profils dans les métiers numériques et de former des professionnels qui soient directement employables et ainsi permettre et accélérer la transformation des entreprises. Donc le profil des élèves qui sont admis sont en Bac+5, donc c'est une formation en un an. Donc il y a deux types de publics, donc ceux qu'on appelle les AP, qui sont des jeunes diplômés de moins de 29 ans, qui sont en contrat d'apprentissage, et les pros, qui sont eux des salariés ou des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, qui sont en contrat de professionnalisation. L'aspect important, c'est que les élèves, les étudiants de la Num Factory ne viennent pas de formation numérique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des gens qui ont été formés au code. Donc effectivement, ils sont formés en un an en alternance, donc à la fois à l'école, à la fois en entreprise. Il y a au total 600 heures de cours par an et 65% du temps de formation en entreprise. Donc l'alternance, comme dans d'autres formations en alternance, ça permet d'avoir à la fois une formation théorique et une formation pratique pour pouvoir confronter ces savoirs au terrain.
Donc voilà, donc l'école aussi a un aspect important, c'est que l'école délivre un diplôme d'État, donc homologué au niveau 1, enregistré au RNCP, et d'experts en informatique et système d'information. Donc il n'y a pas de concours pour être admis, donc voilà, ça passe par un entretien de motivation, un comité de sélection, puis un speed meeting avec les entreprises partenaires. Et voilà, peut-être que Laurent Fillard peut nous dire quelques mots en plus sur l'école, et notamment ce qui a poussé notamment à la créer. Tout à fait. Alors, moi j'aime bien repositionner la genèse, c'est-à-dire d'où on vient et où on va. Donc d'où on vient, comme je l'ai dit, d'un besoin d'un territoire, de besoin d'entreprise, et ça c'est fondamental. On a enfin une école qui vient des besoins des entreprises. Le besoin des entreprises qui était effectivement sur un sujet aussi important que la transformation digitale et son opportunité. Donc ce qu'on a co-construit dans cette dynamique, et le mot co-construction a beaucoup d'importance, c'est des besoins d'entreprise, c'est du savoir-faire au sens compétence, avec une école réputée qui est l'EPSI, avec qui on sait construire rapidement en termes d'agilité des parcours pédagogiques qui sont adaptés. Et puis on a de l'autre côté des étudiants qui certes ont fait des études, de Bac+5, mais qui ont été sur des parcours un peu plus généralistes, y compris des parcours d'ingénieurs, dont il leur manque pas grand-chose, puisqu'en fait ce parcours est extrêmement rapide, c'est 600 heures, c'est 65% de temps dans les entreprises, donc c'est très 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 proche du terrain, et c'est co-construit avec le terrain, et c'est co-construit avec des intervenants qui viennent aussi même du terrain. Donc c'est un sujet clairement d'employabilité, c'est-à-dire on fait le parcours, on est quasiment employé, à la fois par son sponsor d'entreprise qui a financé en fait le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, et on engage très vite cette capacité d'être tout de suite au cœur des bons sujets. Parce que, pour le coup, il faut quand même là aussi mettre au milieu de tout ça la fracture qui est en train de se créer entre nos enfants qui sortent d'école avec des cycles longs et qui ne sont pas au niveau de compétences exigé par les entreprises. Donc ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que j'ai beau faire un parcours d'ingénieur, j'ai beau faire des belles études, je ne suis pas encore opérationnel au sens stratégique du terme pour les entreprises qui ont besoin de compétences à la fois, et je me répète, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir. Donc ça veut dire qu'il faut réadapter nos parcours, et c'est là où on veut co-construire des parcours qui sont les plus pertinents possibles pour être au service de la transformation. Et on veut vraiment faire des transformeurs. Et là, encore une fois, pour le coup, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés par des transformeurs. Tout simplement parce que, j'ai décidé de mettre le numérique dans ma stratégie. J'ai décidé de me réinventer en termes de proximité, en termes de compétitivité, de croissance et donc d'innovation. J'ai besoin de définir un plan stratégique, et j'ai besoin de chefs d'orchestre et de leaders, et le mot leader est plus fort que le mot manager, de leaders capables de suivre ces impulsions et d'accompagner les transformations. Donc c'est là où en fait il manque clairement dans le dispositif aujourd'hui de nos chères écoles du pragmatisme d'accompagnement de transformation. Très bien, je vous remercie. Donc on va écouter maintenant un témoignage d'une étudiante de la Num Factory, donc Amida Chauvin, qui est également en alternance donc chez Adiceo. Donc voilà, on aimerait écouter donc votre parcours, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier à la Num Factory. Donc déjà bonjour à tous, je suis vraiment ravie aujourd'hui de représenter en fait la première promotion de Num Factory. Je vais commencer peut-être par me présenter un petit peu mon parcours. Donc, je suis ingénieure chimiste de formation. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup en recherche et développement. Et en fait, à la fin de mon diplôme, j'ai pu travailler en tant qu'ingénieur. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, peut-être que j'avais besoin il me manquait quelque chose. En fait, c'était très technique et il me manquait une dimension humaine. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai découvert la formation The Num Factory.
J'ai la chance d'avoir pu réaliser mon alternance donc en ce moment dans une entreprise de mon secteur d'origine, donc la société Adiceo. Et voilà, c'est en fait une formation très riche pour moi. Il y a un aspect technique qui est très important et c'est un gros challenge quand on vient d'un métier différent de découvrir vraiment un autre métier. Mais ce qui me plaît le plus en fait dans cette formation, c'est tout l'aspect humain qu'il y a derrière. Et c'est pas le premier aspect auquel on pense. Et pour moi, tout ce qui représente la transformation digitale, c'est vraiment dans l'entreprise, même si on développe les outils les plus performants qui existent, si on n'accompagne pas les gens à les utiliser, si on n'est pas présent sur le terrain pour écouter les personnes, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, j'ai eu la chance de trouver un poste où je suis vraiment... en fait, c'est vraiment une transition entre mes compétences métiers d'origine et ces nouvelles compétences que je suis en train d'acquérir. Et c'est très riche parce que voilà, c'est aussi une manière comment dirais-je, dans une entreprise de conserver des savoir-faire et en fait, d'aller au contact de certaines personnes et de couper un petit peu en fait tout le cloisonnement qui peut exister entre les différents services et ce genre de choses. Donc c'est vraiment très intéressant de rencontrer les personnes, de les écouter et de aussi mettre en valeur en fait tout ce qu'ils savent. Et pour moi, le numérique, c'est de la technique, il faut savoir de quoi on parle et tout, mais c'est aussi beaucoup de l'humain et c'est vraiment une dimension que j'ai découvert avec cette formation et c'est quelque chose de très enrichissant. Je pense qu'au début, quand je me suis lancée dans cette aventure, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et quand on termine nos études en tant que jeune diplômé, on a l'impression qu'on a un petit peu notre parcours déjà tout tracé. Et en fait, on se rend compte que non, il y a d'autres choses qui existent et il y a certaines passerelles qui ne sont pas forcément connues au départ. Et c'est des opportunités, je pense, qu'il faut vraiment saisir en tant que jeune parce qu'on est dans un monde qui évolue en permanence. Donc si on reste focalisé dans notre petite bulle et qu'on ne s'ouvre pas aux autres, c'est très compliqué. Et pour moi, la formation, je la vois comme en fait le métier que j'aimerais voir à la fin de cette formation, c'est vraiment un métier de transition entre les métiers de base, des métiers très techniques, et l'informatique qui peut souvent faire peur en fait pour beaucoup d'entreprises qui... Voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup de manque de communication entre certaines personnes parce que ça peut faire peur. En fait, on parle chacun des langages différents. Mais en fait, quand on prend le temps de discuter, quand on prend le temps d'essayer de comprendre en fait, les métiers des différentes personnes, bah c'est quelque chose de très riche. Et je pense que beaucoup d'entreprises ont peur justement du numérique parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est un peu obscur. Et je pense qu'il y a en tant que jeune, on doit être prêt à justement faire cette transition et essayer d'accompagner au mieux les entreprises. Et en tout cas, je suis ravie de participer à cette aventure. Et je vais laisser la parole à Paul Gaona, mon maître d'apprentissage dans l'entreprise Adiceo dans laquelle je travaille. Ouais. Oui, allez-y, si vous pouvez compléter le témoignage d'Anida, pas de problème. Oui, donc moi je suis extrêmement heureux de pouvoir travailler avec Amida. Alors juste une petite histoire parce que en fait j'en aurais tellement à dire sur le digital. On a monté un projet qui s'appelle toujours Adixis, A2DI-XYZ, donc A2DI ADI de addiction. Donc ça, quand j'ai imaginé en fait le système de formation qu'on allait mettre en place dans notre entreprise, évidemment, le numérique et le digital étaient plus qu'évident. Il suffisait simplement de regarder ce qui se passait autour de nous au quotidien, voire même mes façons d'agir, pour nécessairement intégrer du digital, mais ne sachant pas exactement quoi. XYZ, ça j'y tiens particulièrement, c'est les générations. Et là aujourd'hui, ça me touche parce que j'ai toujours bossé comme ça. Maintenant, je transmets mon savoir.
Et dans ce projet-là, notamment implémenter du digital dans notre parcours de formation, on a pu le réaliser avec l'intelligence à disposition auprès de nous. Donc là, je me suis servi de ma façon d'être et de faire en tant que manager, aller chercher les compétences cachées. C'est pouvoir travailler ensemble et avancer. Faire évoluer nos systèmes. Donc Amida, oui, elle est avec nous, elle se forme, mais elle fait évoluer nos systèmes. Nous, en tant que déjà personne plus ou moins âgée dans l'entreprise, il y a l'expérience, le vécu et toutes ces années passées dans le milieu professionnel. C'est extrêmement important, je dirais, pour ces futurs métiers là, qui sont en train d'émerger et dont on a absolument besoin. Nous, on l'a mis en évidence, je dirais, simplement en construisant tous les outils qu'on a mis en place nous-mêmes. Et évidemment, est apparu au grand jour tous les manques. Et évidemment, on a écrit noir sur blanc un nouveau poste, à cheval entre l'IT et puis le terrain. Donc on reste focalisé sur la pédagogie et la formation. C'est un métier extraordinaire. Le digital est quelque chose de, moi je trouve, de merveilleux. C'était pas franchement ma tasse de thé, mais pour y avoir participé et puis pousser tout ça, je me rends compte en fait du pouvoir que ça a sur l'humain et sur les organisations. Parce que en fait, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu des choses où dans un service, les gens ne se parlent pas forcément. À un moment donné, il a fallu se mettre autour de la table parce que ce qu'on allait trouver sur notre application, il fallait que nécessairement ce soit juste. C'est-à-dire que là, on parle de savoir-faire et de savoir-être. Aujourd'hui, en termes de compétitivité, on ne peut pas être à côté du sujet. On doit être pile poil. Donc ça veut dire que là, et dans nos comportements de manager, de tout ce que vous voulez, on doit aller chercher l'expertise. L'expertise, elle est partout, du plus petit au plus grand. Donc il n'y a pas d'exception. Et ce digital, il nous permet aussi, et c'est ce que je voulais, c'était garder le savoir dans l'entreprise. Alors ça dépend dans quel business on est. Nous, on est dans la chimie, des procédés extrêmement complexes. Il y a beaucoup de techniques, c'est très compliqué. Il y a des choses, c'est impératif, il faut le garder. Moi, j'ai souffert de ça, je dirais, parce que je viens d'une grande entreprise où il s'est passé plein de choses. Les gens sont partis avec le savoir. Et on voit, nous, les conséquences. C'est mesurable. Donc le digital, pour moi, oui, j'y crois dur. Mais oui, c'est quelque chose, c'est nécessaire. Et c'est bon. J'aimerais juste... je vais juste saluer ce témoignage pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est multigénérationnel, qu'il est mixte, qu'il est la convergence du numérique et du métier. Et enfin, je crois qu'il y a un sujet qui me paraît aussi important de dire, c'est que plus il y a de digital, plus il y a de valeur humaine qui est créée, et plus l'interaction humaine prend de la valeur. Et donc ça, je crois que c'est l'optimisme que l'on voit dans ce témoignage, c'est-à-dire qu'il a plusieurs effets. J'ai une question pour Amida Chauvin. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le métier à Caluforest? Parce qu'effectivement, on avait parlé au début, quand on parle métier numérique, on parle quelqu'un qui code, quelqu'un qui branche des réseaux. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre métier, ce que vous faites au quotidien et comment vous interagissez avec les autres équipes de votre entreprise? Bien sûr. En fait, moi, c'est... Comment dire, la technique, on l'apprend beaucoup en cours, donc on a vraiment des cours très très techniques. Et pour moi, je pense pour toute la promotion, c'était un vrai challenge de découvrir cette technique-là. Maintenant, en entreprise, c'est un peu différent. Ça veut dire qu'il y a l'aspect technique. Donc, on a développé une application, donc il y a forcément tout ce qui va avec le montage logiciel et ce genre de choses. Maintenant, j'ai envie de dire, et c'est ce à quoi je ne m'attendais pas au départ, c'est qu'en fait, la plus grosse partie de mon travail, c'est beaucoup sur le terrain, en fait. C'est aller au contact des gens, aller faire parler les gens, aller leur poser des questions, savoir qu'est-ce qu'ils font, quel est leur métier, et les prendre en photo, les filmer. Et en fait, c'est des choses, c'est rigolo, parce que c'est des personnes qui, au départ, étaient complètement opposées à ça et qui, on n'imaginait même pas qu'ils se laisseraient prendre au jeu. Et en fait, on se rend compte que quand on s'intéresse juste simplement à ce qu'ils font, qu'on leur donne l'importance en fait qu'ils méritent, c'est des gens qui ont un savoir extraordinaire. Et moi, j'ai toujours été, dès le début, j'ai été vraiment bluffée par certaines personnes qui avaient des connaissances incroyables. Et pour moi, le numérique aussi, c'est une manière de valoriser justement ces personnes-là qui sont pas forcément... moi, j'ai travaillé avec beaucoup des opérateurs. Voilà, malheureusement, ce ne sont pas des personnes à qui on... hiérarchiquement, c'est pas les personnes
auxquelles on s'intéresse le plus. Et pour moi, voilà, c'est la plus belle partie de ce que je fais, c'est vraiment être au contact de ces personnes-là et essayer de mettre en forme en fait et de garder toutes leurs connaissances. Et après, bien sûr, il y a de la technique. Mais c'est surtout une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est pour moi, ce qui est important aussi, c'est de comprendre en fait quand ils me parlent. Et le fait d'avoir justement cette double compétence métier et numérique, ça veut dire que quand ils me parlent, je comprends ce qu'ils me disent. Donc c'est beaucoup plus facile d'ensuite de le mettre en forme et je pense que même pour eux, de s'adresser à quelqu'un qui comprend leur métier, bah, c'est forcément plus facile et du coup ils sont plus, comment dire, ils partagent beaucoup plus de cette manière-là. Donc je pense que c'est vraiment une belle formation qui permet de valoriser ces doubles compétences et voilà. Et quel décalage vous avez vu entre la formation à la Numfactory et la formation que vous avez vue avant? Est-ce qu'avant, en école d'ingénieur, vous avez vraiment abordé le cas de la transformation digitale? Alors moi, personnellement, pas du tout. En fait, voilà, je viens du domaine de la chimie, donc c'est quand même un domaine très réglementé, très fermé, très technique. Donc en général, les ingénieurs chimistes, c'est vraiment purement la technique. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a manqué, en fait, comme je vous disais, à l'issue de ma formation, c'est que voilà, il me manquait l'aspect humain et c'est vraiment ce que je suis en train de découvrir maintenant dans la formation, sur le terrain, quand je suis en entreprise. Et ce qui m'impressionne aussi beaucoup dans le numérique, c'est que c'est un domaine qui bouge énormément. Quelque chose qui m'a beaucoup surprise aussi au début et en fait qui est vraiment super, c'est vraiment le partage de connaissances qu'il y a dans ce domaine-là. Les choses bougent énormément, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Donc quand on est un minimum curieux et qu'on s'intéresse, on peut vraiment apprendre de nous-mêmes en rencontrant des gens et en se formant aussi tout seul, en plus de la formation qu'on a. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, je pense qu'il y a d'autres domaines plus techniques qui sont plus difficiles d'accès. Et le numérique, pour moi, quand on est curieux et qu'on se donne les moyens de comprendre et d'essayer de se former, on peut réussir facilement. Très bien, je vous remercie. Donc on va rester un peu chez Adiceo, donc on va interroger Paul Gaona sur le cas de la formation, notamment de la formation chez Adiceo. Donc voilà, Adiceo est dans la chimie, plus particulièrement dans la nutrition animale. Et donc est-ce que vous pouvez un peu expliquer les dispositifs de formation que vous avez mis en place dans votre entreprise dans le cadre de transformation digitale et quel retour sur investissement attendez-vous ou avez-vous déjà obtenu? Bon, alors donc, comme je vous le disais précédemment, j'ai réfléchi à mettre en place un dispositif complet. Alors qu'en fait, on est plus axé blended learning, donc le digital bien évidemment, mais pas que. Alors qu'en fait, ce qui est quand même intéressant, le BABA, c'est quand même de maîtriser les fondamentaux métiers, peu importe le job. Je pense que là, il y a un commencement à tout. Donc, il y a forcément de la formation théorique et pratique en présentiel, en mettant en place du compagnonnage et du tutorat. Évidemment, tout ça, on va l'agrémenter de digital. Le digital, alors lui, il a aussi une autre particularité, moi, qui me plaît énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on met à disposition de la formation 24 heures sur 24 à nos collaborateurs. Donc, on est dans le monde de la chimie, on travaille en 5-8. Donc, c'est feu continu, 24 heures sur 24, ça tourne. Donc, il n'y a pas forcément des formateurs disponibles en temps et en heure. Donc, ça, c'est, je dirais, un avantage du digital. Il faut comprendre aussi que quand j'ai réfléchi à ce projet-là, je suis quand même parti d'un état des lieux. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est comment est-ce que tu peux, toi, avec ton projet, contribuer à l'amélioration de la compétitivité et de nos résultats sécurité. Donc, comme nous, on est Céveso 3, vous comprenez bien que là, nous, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est très réglementé, c'est très cadré. Donc, ça veut dire que là, il y a beaucoup de choses à donner à nos collaborateurs pour pouvoir, on va dire, rester dans des situations tout à fait normales. Donc on s'est aperçu quand même qu'au fil des années, puisque moi je viens du terrain de la fabrication, j'ai été tuteur avant de prendre ce projet en main et je me suis rendu compte que nos étudiants dans la filière technique, plus ça allait, moins ça allait. Donc il a fallu aussi qu'on réfléchisse à mettre en place des formations certifiantes. C'est-à-dire qu'en fait, là, en plus de tout ça, on a réfléchi à fabriquer des contrats de qualification professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille en partenariat avec l'école de formation Total. Donc on est proche, c'est de la pétro, nous on est sur la chimie, donc on a réussi à faire quelque chose et qui est quand même assez remarqué et dont on peut mesurer, on va dire, les avancées et les bienfaits pour nous. Parce que là, on est vraiment dans un système qui a été conçu par des professionnels issus des différents métiers que composent nos usines.
Et donc là, on fait de la formation pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans la réalité. Bien plus que ça, tout à l'heure, Amida faisait mention du vocabulaire. Moi, je considère que pour ces personnes-là qui vont travailler dans le monde du digital, c'est absolument nécessaire de comprendre, je veux dire, à qui on a affaire. C'est absolument nécessaire de parler avec les bons mots. Parce que je peux comprendre ce que l'autre me dit, mais si moi, au travers de ma retranscription, je suis à côté, c'est raté. En termes de formation, je veux dire, voilà, un apprenant, lui, il doit comprendre ce qu'on lui dit et nécessairement doit aller voir derrière si effectivement c'est acquis et est-ce qu'il peut le répéter. Donc c'est très pointu tout ça. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, moi je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a toute la partie technique. Voilà, bref, toute la partie technique que tu vois avec ton école. Mais nous, ce on lui amène, c'est ça. C'est en fait, si tu veux contribuer, je dirais, à faire en sorte que l'entreprise, elle soit compétitive et qu'elle soit pérenne, alors toi, tu as un rôle majeur. Et la formation dans une entreprise, moi, c'est ce que je considère, hein, c'est éminemment, je veux dire, important. C'est plus que majeur. Les compétences, c'est obligatoire. On peut plus être là à gratter ou simplement à effleurer le sujet du bout du... Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, le changement, oui, il est rapide. Alors moi, j'ai plutôt coutume... Enfin, je dis, le changement, il est permanent. Je me regarde tous les jours et tous les jours, je vieillis un peu. Donc, je change. Donc, moi, je suis porté par ça. Donc, non, mais... Voilà, donc, mais je m'adapte à ce qui se passe. Mais c'est valable pour tout. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Je me dis, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on a un savoir-être je dirais développer, parce qu'aujourd'hui ce qui va faire la différence c'est surtout ça. Dans nos formations aujourd'hui c'est pas simplement du savoir-faire, c'est surtout du savoir-être, et là on va loin dans nos formations vis-à-vis de nos collaborateurs, on les pousse à bloc parce que on peut plus se comporter n'importe comment, c'est-à-dire la sécurité, si on considère que c'est la priorité numéro 1, c'est la priorité, c'est pas ouais je vois un truc je passe, non, je réagis, je réfléchis et je vais essayer de mettre en œuvre ce qu'il faut, la solution adaptée. Donc on est là, je veux dire, on pousse vraiment la formation beaucoup plus loin, on n'est pas dans le sommaire. Donc en fait, c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place et le digital nous y aide. Il a cette particularité-là, justement, de fédérer. Comme tu l'as dit si bien, et moi c'est ce que j'aime, parce que c'était ça que j'aimais dans mon boulot de manager, c'était travailler avec les gens, parce que moi je considère que tous autant qu'on est, on sait faire des choses, et des belles choses. Donc après, comment est-ce qu'on est en capacité à pouvoir le faire sortir, et s'en sortir, et le partager. Et ça pour moi, je pense que c'est la plus belle des choses. Et ce fameux sujet du digital l'a permis. Franchement, sur plein de domaines, nous on a vu des choses extraordinaires. Des gens qui étaient butés, qui ne voulaient plus parler, qui ne voulaient plus s'investir, ben non, ici ils s'y sont mis. Parce que comme tu l'as dit, et moi c'était un peu comme ça que je le faisais quand j'étais encadrant, c'était de m'intéresser aux gens. Ok, tu fais ça, mais tu fais quoi concrètement? Et ben le fait d'aller voir les personnes et finalement de les laisser s'exprimer et de le prendre, et ben là ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc en fait, c'est vraiment un sujet, enfin moi je trouve extraordinaire. Et justement, quels sont les... Vous avez des fans. Quels sont les enjeux de la transformation digitale dans une entreprise de chimie comme la vôtre? Parce quand on pense transformation digitale, on ne pense pas forcément à l'industrie de la chimie. Bah, je pense que l'industrie de la chimie, c'est comme dans n'importe quel business. Hein, je veux dire, on a des clients, donc voilà, on a des procédés chimiques. À la fin, on a des produits qui sortent, on va les vendre. Donc, je pense qu'on est tous exposés à la même problématique. Donc, effectivement, maintenant, on est plus tourné vers le client parce qu'aujourd'hui, bah, ça va très vite. Nos clients, pour les garder, il faut être les meilleurs, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le service derrière, etc. Le marketing. Si je regardais à mon échelle, moi, dans l'usine dans laquelle je travaille, nous avons donc 7 procédés différents et on a, je ne sais pas, entre 4 et 5 000 paramètres mesurés. 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que là, on sera plus sur du big data. Donc il faut aller chercher les bons paramètres de fonctionnement pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qui se passe au niveau du procédé, qui n'est jamais rectiligne. Donc là, ça veut dire qu'on a des ingénieurs procédés qui surveillent ça, qui essaient de trouver les bonnes data pour justement après avoir, on va dire, des cadrans qui vont nous permettre en fait de suivre l'évolution de nos procédés et d'ajuster pour pouvoir diminuer optimiser nos quantités de matières premières pour, voilà, c'est toujours pareil. Hein, je veux dire, bon, on est tous le jeu à la même enseigne. Donc le digital, oui, évidemment, il est partout. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc on va faire un
premier bilan de cet atelier. Donc, on a vu effectivement le rôle important des compétences dans la transformation digitale. Ma première question sera à Laurent Fiard. Est-ce que vous pensez que la transformation, ça a été la grande oubliée de la transformation digitale, excusez-moi, parce qu'on pense digital, on pense surtout les équipes produits, la R&D, mais pas forcément la formation. Alors, sur la formation, et là, je crois qu'il faut aussi bien appréhender les mutations, y compris de la façon dont on forme. Ce qu'il faut mettre dans le contexte, c'est que nos enfants vont tous faire entre 12 et 15 métiers différents dans leur carrière. Donc, ça veut dire que la formation qu'on doit servir demain, c'est cette capacité à apprendre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à apprendre. C'est-à-dire que, pour le coup, quand on voit, et que je regarde un peu le rétroviseur maintenant avec mon expérience, et notamment, ne serait-ce que sur le codage, il ne faut surtout pas apprendre un système de codage quel qu'il soit, C++, Angular, etc. Il faut apprendre à coder. C'est-à-dire que les langages changent régulièrement, très vite, de plus en plus vite. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à s'adapter aux dernières évolutions technologiques qui sont les langages de codage. Donc ça, c'est pour la partie purement technique, c'est-à-dire que quel que soit notre socle de compétences, il est aberrant aujourd'hui de se dire « je suis compétent », parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je suis compétent dans la durée, c'est l'amélioration continue dans nos entreprises, c'est toujours se remettre en cause et toujours réapprendre. Avec une capacité, aujourd'hui, là aussi, si on a un peu de créativité, de curiosité, la curiosité étant le début de l'apprentissage, on a la capacité d'apprendre, y compris sur Internet, y compris avec des méthodes un peu différentes, les MOOC, etc., etc. Donc même nos écoles sont en train de se transformer pour faire ces formations de plus en plus digitales et humaines, on revient toujours sur les mêmes sujets, pour créer cette valeur nécessaire pour les entreprises. Donc est-ce que la formation est oubliée dans les entreprises? Là, oui, c'est un grand oui, quelle que soit la formation. Et est-ce que le numérique est oublié dans la formation? Ben oui, c'est un grand oui, puisqu'en fait, demain, comme le numérique est transversal, dans tous les métiers, le numérique est nécessaire. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la montée en compétences, au sens appréhender le numérique comme il se doit, pour que tout le monde soit à l'aise dans ce contexte-là, avec bien évidemment une vision plutôt optimiste, comme je le disais, plus il y a de digital, plus ça donne de la force à l'humain, et plus ça donne de la force à l'humain dans les sujets qui nous passionnent tous, la créativité, la curiosité, etc. etc. Et je crois que l'humain n'est sérieusement pas fait pour faire des tâches fastidieuses. Donc ça veut dire que là aussi, c'est une grosse opportunité, quels que soient les métiers, de se réinventer, quand on voit, nous on est très industrie, quand on voit en fait, moi j'ai appris à faire un dessin industriel en faisant du plan en 2D avec une planche à dessin et du rotring. Aujourd'hui, je suis capable de modéliser une pièce en 3D, de la transformer, de l'imprimer en 3D. Donc j'ai complètement révolutionné la façon dont le métier de dessinateur industriel pouvait être appréhendé il y a quelques années. Donc c'est pas si vieux, même si je commence à avoir un certain âge, mais voilà, c'est pas si vieux et on fait on se transforme extrêmement vite. C'est-à-dire quand on fait de la fabrication additive, donc le mot additive, impression 3D, on ajoute de la matière versus on enlève de la matière, on a une conception du métier qui est complètement différente. Donc voilà les transformations que nous sommes en train de vivre. Donc ça veut dire que, il faut accélérer les formations, qu'elles soient de plus en plus digitalisées au sens méthode de travail, qu'elles appréhendent de plus en plus le digital en termes de transformation des métiers, et que tout ça soit fait avec de l'optimisme, parce que je ne sais pas comment on apprend si on n'est pas optimiste. Une petite question, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la réforme de la formation professionnelle. Et d'ici octobre, normalement, ou du moins cette année, on devrait avoir une nouvelle application pour le CPF, pour les salariés, pour qu'ils puissent facilement choisir une formation et surtout la payer, vu que les comptes maintenant sont crédités en euros et plus en heures. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez en tant que chef d'entreprise de cette réforme et de cette nouvelle application surtout? Alors, on attend beaucoup de choses, mais je crois que là aussi, les nouvelles réglementations
enfin c'est pas trop le sujet de l'atelier, mais globalement, on a une opportunité aujourd'hui qui est assez intéressante, c'est que chaque entreprise peut créer son propre centre de formation et d'apprentissage, donc son propre CFA. Donc ça veut dire que, bon, déjà, on a bien repéré que les entreprises n'arrivaient pas à trouver les bonnes compétences à l'instant T où on cherche des compétences. Donc ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que les entreprises, compte tenu de l'inertie de l'éducation nationale, au sens très global du terme, sont obligées de prendre ce sujet en main pour que très vite, on puisse avoir des personnes compétentes, qualifiées, etc. Je ne rencontre jamais, je ne passe pas un seul jour sans avoir un entrepreneur qui me dit « j'ai besoin de compétences, je ne les trouve pas, quels que soient les métiers, numériques, BTP, etc., etc. » Donc on est en train de parler de déficit de compétences. Moi, je parle plutôt de fracture des compétences, et que ça, il faut que les entreprises prennent les sujets en main pour qu'on puisse adapter. Donc le moyen d'effectivement de le mettre en œuvre, de changer la façon dont nos collaborateurs peuvent bénéficier de cette dynamique, c'est bien, mais on ne peut pas se contenter de ça. C'est bien plus profond que ça, c'est une accélération bien plus forte qu'il faut donner. Parce qu'aujourd'hui, c'est la compétitivité, la croissance de nos entreprises. Nous, aujourd'hui, on se pose des questions, on fait 35% de croissance par an, se dire, mais comment on peut continuer ce rythme-là si on ne trouve pas les compétences? Donc on fait comme tout le monde, on essaye de voir au Maroc, dans d'autres pays, pour faire des centres de compétences qui peuvent accompagner la croissance de l'entreprise. Et le plus paradoxal de tout ça dans notre pays, c'est qu'on a un taux de chômage qui est record en Europe. Donc on a un gros souci au-delà de la réglementation qui, à mon avis, pas le sujet et pas le bon sujet du moment. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les entreprises s'emparent de ce sujet-là, de transformation numérique, donc de transformation digitale, de revenir sur les fondamentaux et d'accompagner l'ensemble des collaborateurs. Nous, pour faire une croissance multipliée par 4, on est passé de 50 millions à 200 millions en 4 exercices, on a mis dans notre entreprise des transformeurs. C'est pas parce qu'on est du numérique, on est nous-mêmes super bons en transformation numérique. Donc on a mis des transformeurs, ils sont 100 sur 1000, ils sont plutôt nouveaux, alors pas au sens jeune du terme, on a pris plutôt des jeunes dans l'entreprise, donc ça ne veut pas dire jeunes au sens âge du terme, donc jeunes dans l'entreprise pour justement chahuter un peu les... on a toujours fait comme ça, et pourquoi tu fais ça? J'ai toujours fait comme ça, et rechahuter un peu tous ces processus qui sont plus adaptés à notre métier futur et à la vision de l'entreprise. Et on travaille sur la transversalité, sur le collaboratif, sur les plateformes que l'on met en place pour les collaborateurs, sur ces plateformes self-service qui permettent aux collaborateurs de s'auto-former, aux collaborateurs de bien appréhender la stratégie de l'entreprise, d'être en interaction directe avec le management de l'entreprise, donc bénéficier de tous les outils numériques. Comme on le fait chacun d'entre nous avec notre banque, on est en self-service, on fait aujourd'hui de plus en plus d'interactions avec notre banque sans avoir effectivement une connexion humaine. Et on va faire des connexions humaines à partir du moment où on va créer une valeur supplémentaire. Donc tout ça en fait doit être appréhendé encore une fois de manière positive pour la croissance et la compétitivité. Très bien, je vous remercie. Donc une question maintenant à Paul Gaona. Quand vous pensez que les équipes de formation dans une entreprise peuvent être impliquées dans un projet de transformation digitale? Si elles peuvent être. Oui, pour y être passé, oui. Et, bon, alors c'est assez paradoxal, puisque nous, en fait, on a réfléchi à mettre quelque chose en place, et du coup, c'est nous qui avons impulsé ces dynamiques dans l'entreprise. Alors moi, je vous le souhaite. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, on va rester sur la base des compétences, et les compétences c'est partout. Il n'y a pas un secteur et un seul, c'est tout le monde. Tous les métiers c'est comme ça, je veux dire. Donc du coup là, je pense que la formation, ou du moins un pôle formation dans une entreprise, au moins, je dirais, elle servira à ça. C'est certainement de donner un sens. Parce que la pédagogie, c'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quoi. Elle le dit elle-même. Construire un parcours de formation sur des QR codes comme on le fait,
techniquement, une fois qu'on a la maîtrise, on sait le faire, mais en fait, tout ce savoir à intégrer, à architecture, à mettre dans l'ordre, etc., pour arriver nécessairement au rendez-vous, c'est long et c'est compliqué. Donc oui, évidemment qu'elle va impulser ça, la formation. En plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on est ouvert et que tout est possible, alors bon, moi j'avais une 4e brique dans mon projet, c'était justement de faire en sorte de faire bouger les lignes. Mais quand je vous dis bouger les lignes, c'est pas peu dire. Parce que quand on arrive devant son IT corporate avec l'embryon de sa solution digitale, on vous regarde avec des yeux comme ça. Il faut embarquer en fait toute cette équipe-là. Donc je pense que dans toutes les entreprises, c'est un peu pareil. Hein, chacun dans son coin, etc., dans son précaré. Bon voilà, c'est ça derrière. C'est casser ça et travailler ensemble. Donc ça veut dire encore prendre du temps. Et ça, c'est un conseil. Enfin, c'est un conseil. Moi, du moins, maintenant, c'est ce qui me porte. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se faire confiance. Et quand je dis ça, c'est pas rien, parce que c'est de l'ouverture, c'est de l'humilité, c'est tout ce que vous voulez. C'est voilà, comprendre la position de l'autre, etc. Donc en fait, c'est éminemment important. Donc ça révolutionne tout. Moi, je repense à des périodes de ma vie quand j'avais ton âge. Ça c'était pas comme ça, hein, quand ça se passait pas comme ça. Hein. Donc il y avait les anciens qui étaient à ma place. Non. Là maintenant, moi je l'accepte complètement. Elle a tellement à m'apporter. Moi j'ai tellement à lui apporter. C'est comme ça qu'on avance. Donc le digital, il permet tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux et qui permet finalement de transformer en profondeur, mais tous les pans de la société. Hein. Moi j'y vais direct parce que c'est ça qui est en train de se passer. Très bien, mais je vous remercie. Pour abonder dans l'idée que dans le numérique, la perception du numérique, et un grand mouvement numérique, c'est effectivement cette notion d'expérience baisse, perd par rapport à celle de compétence. Et donc, effectivement, cette notion d'âge disparaît un peu sur comment moi je suis en capacité à remettre de façon régulière mes compétences à jour. Et donc, c'est cette capacité à apprendre qu'il faut vraiment mettre au cœur des dispositifs de formation, en plus des soft skills, en plus de la pluridisciplinarité. Et avec ces 3 sujets dans les formations, on arrivera en fait à avoir les têtes bien faites qu'on souhaite. Très bien, merci, c'est une très bonne transition. J'ai posé la question... excusez-moi, il y a une question. Alors c'est très très intéressant en fait, il y a des milliers de questions qui pourraient venir. Nous on s'occupe, là on est tous les 3 à venir plutôt de la formation des petits, puisqu'on s'occupe d'écoles qui proposent des formations donc, pour les petits de la maternelle à la terminale. Donc il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui nous intéressent. Dans la représentation des métiers du numérique, c'est extrêmement important, effectivement, c'est-à-dire comment on pourrait faire pour changer cette représentation qui est celle du geek derrière son ordi et qui effectivement ne parle pas aux autres, et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Je ne sais pas s'il y a déjà des initiatives qui portent là-dessus. Un autre élément que je voudrais soumettre effectivement à Amida, puisque effectivement vous avez parlé de la représentativité finalement de ce témoignage. Il y en a un autre qui n'est pas représentatif pour moi, c'est la notion de scientifique versus littéraire au sens large du terme. C'est-à-dire que ma question pour vous, Amida, c'est dans votre promotion, qui est la première si j'ai bien compris, quels sont les types de personnes, les types de profils que vous avez? Est-ce que vous avez aussi des profils de personnes qui viennent d'univers pas purement ingénieurs et qui justement abordent ces questions du numérique, qui me semble important aussi d'intégrer dans les entreprises? Et comment ça se passe pour eux si c'est le cas? Alors, c'est vrai que pour cette première promotion, on est plutôt tous issus de métiers techniques à la base, donc plutôt ingénieurs, on est tous ingénieurs. Maintenant, je pense que l'année prochaine, ça va plutôt être ouvert à d'autres. Justement, l'idée, c'est vraiment d'élargir à beaucoup plus de personnes et d'avoir des profils encore plus différents. Après, ce qui est rigolo, c'est que même si on vient tous de profils techniques, on a des profils très très différents. Donc on a tous des manières d'aborder les choses assez différentes en fait, parce que au final, technique, ça veut tout dire et ça veut rien dire, parce que c'est des métiers totalement différents, que ce soit la chimie, la mécanique, ou c'est vraiment des métiers différents. Et je pense que ça peut être justement intéressant pour les années futures que la formation se développe et justement s'ouvre à d'autres types de profils. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi, c'est qu'au final, on a tous des métiers différents et on s'intéresse à des compétences. On rajoute en fait des compétences. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment un plus en fait dans ma formation de base. Et voilà, je trouve ça très intéressant.
J'ai une autre question. Après, je lâche le micro, promis. En fait, j'avais une question sur la Num Factory aujourd'hui. C'est une formation qui est disponible parce que généralement, numérique dit qu'on savait graphiquement un petit peu des lieux. Est-ce que c'est une formation qui est disponible en ligne? Est-ce que c'est une formation qui nécessite du présentiel? Enfin, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a une univers? Est-ce qu'on pourrait demain dire, bah voilà, on peut accéder à la Factory Globalement, je pense que notre ambition, parce que du coup, d'où on vient, où on va, prend tout son sens. C'est une première expérience qui est extrêmement réussie, puisque on le voit, ça a beaucoup de sens. Donc, qui sont à Paris, qui sont dans d'autres secteurs géographiques, pour aussi développer cette dynamique. Donc on a là aussi beaucoup de succès, donc c'est quand même une vraie satisfaction. Et ensuite, sur le sujet des méthodes, je vais passer le micro, parce que là aussi, on est en train d'apprendre à apprendre pour faire la meilleure formation. Oui, donc bonjour. Donc, je suis la responsable pédagogique de la formation. Donc, en effet, Des technologies. Donc c'est vrai que ça, c'est un sujet en termes de création de valeur et d'interaction qui est extrêmement efficace. Et pour abonder, hein, c'est vraiment un objet. Et après, sur les autres profils, voilà, on fonctionne en mode projet. Tous les profils ont un intérêt, que ce soit les littéraires, les artistiques, puisque finalement, dans ce projet-là, il y aura toutes ces dimensions-là à un moment ou à un autre. Donc il faut vraiment vous dire aussi, nonobstant peut-être avec une formation ou la formation adéquate, que vous serez accueillis ou bien accueillis dans le numérique. Vraiment, voilà, c'est des volumes tels de que dans cette vision de Num Factory, que les écoles d'ingénieurs un sujet fondamental, parce qu'aujourd'hui, là aussi, dans l'éducation nationale, on a plutôt comme satisfaction d'apprendre au sens connaissance du terme, peu importe si c'est employable ou pas. Donc là, pour le coup, on prend le sujet à l'envers, on veut des gens employables, on a identifié que le socle de compétences métiers était extrêmement important. Un chimiste qui devient un chimiste numérique, c'est super important pour nos entreprises chimiques, de la chimie. Donc ça, c'est concentré sur ce sujet-là. La cybersécurité, on va travailler là très prochainement sur l'éthique, puisque comment finalement ces types de compétences sont inclus dans les formations existantes, et pour effectivement que ce niveau de formation global s'élève et corresponde aux besoins des entreprises, puisque c'est quand même ça l'objet, c'est l'employabilité et évidemment faire en sorte que cette pénurie de compétences s'arrête. Voilà, il faut savoir que dans le numérique, il est beaucoup plus facile d'avoir des clients que des talents, et que c'est la première difficulté des entreprises du numérique, c'est le recrutement. Et donc, il faut agir ensemble. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle, monsieur? Merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Si vous devez faire des recommandations au ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous avez des recommandations ou une sorte de canevas? Toute la journée, là. Merci. Non, mais enfin, j'ai pas de recommandations particulières. Il faut rester là aussi avec beaucoup d'humilité dans notre terrain de jeu. Enfin, moi, je réponds à une demande, et notamment le thème de Num Factory, c'est de répondre à la demande des entreprises. J'ai pas la prétention de changer tous les parcours pédagogiques d'éducation nationale. On a la chance ici en France quand même d'avoir là pour le coup quand même des parcours qui sont plutôt séduisants, y compris sur les écoles d'ingénieurs. Ce que je voulais simplement moi souligner, et ce qui est important d'appréhender, c'est la rapidité d'exécution et notamment l'accélération. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi on parle de révolution, et ça c'est important, une révolution c'est une accélération et c'est une adoption de masse. Donc on est en train de dire ce matin, cette adoption du numérique, elle n'est pas efficace. Elle est super efficace. C'est-à-dire que dans le monde du B2C, nous, on ne sait plus fonctionner sans le numérique. Donc ça va extrêmement vite. Donc là aussi, il faut être positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit son âge, on devient digital. Et même nos parents, nos grands-parents, aujourd'hui, font leurs courses sur Internet. Donc ça veut dire que le digital est quand même un sujet sur lequel il faut
là aussi, bien comprendre qu'on est dans cette révolution et qu'il y a une adoption de masse, qu'on en dise, et même si on a quelques souffrances sur quelques métiers, sur quelques particularités, etc. Donc ça veut dire que le seul sujet, c'est que cette révolution et cette accélération, là c'est un problème d'inertie et de capacité d'adaptation, c'est que l'agilité d'une entreprise est plus forte que changer des parcours d'éducation nationale, etc. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'entreprise prenne le sujet en main et se rapproche des écoles pour co-créer, dans cet esprit de co-création, création de valeur, les bons cursus. Création de valeur, vous avez parlé pour notre génération d'un paternalisme ambiant, teinté de bienveillance et de beaucoup d'autoritarisme. Une création de valeur s'accompagne d'incitations dont les mécanismes sont bien connus. Elles sont de différentes natures. Elles peuvent être qualitatives par une simple reconnaissance, et vous en avez parlé. Elles peuvent être quantitatives en associant à la création de valeur sur la base de rémunération équitable. Il peut y avoir des contrats de participation ou de revenu sharing où la reconnaissance symbolique est dépassée par une incitation à recueillir son travail, y compris pour des jeunes qui ne font pas partie du GOTA, qui prennent des décisions sur le partage de la dite valeur. Comment comptez-vous procéder ? Que la meilleure satisfaction, c'est que le travail se transforme en passion. Et d'une part, au sens responsable du terme, à une entreprise qui va créer de la richesse et créer de la valeur, etc. Ça fait quand même partie des sujets au-delà du salaire. Dans le cas de la loi Pacte sur la participation et l'intéressement, il y a des gens qui, en fait, au sommet de l'entreprise, vont décider de la carotte, en fait, à des jeunes un leurre. Merci. Je trouve qu'autour des compétences, on parle beaucoup d'apprendre plus, il faut sinon on est mort. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas assez d'exploitation transversale de toutes les compétences, de tous les savoirs dans les entreprises. En tout cas, moi, j'étais dans une grande entreprise au groupe La Poste. Et clairement, les savoirs, les connaissances qui existent déjà ne sont pas assez fluides. Et ces notions de partage de compétences, justement, un peu, j'ai l'impression que vous parliez finalement de mentorat croisé. Moi, qu'est-ce que je peux t'apprendre ? Toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Comment les outils, comment vous les voyez aujourd'hui ? Enfin, ça, c'est effectivement une excellente question, parce qu'aujourd'hui, on a au sens actif, immatériel dans les entreprises, au sens capital humain, fortement, et encore plus, en plus je suis fils de postier, encore plus dans des organisations qui sont effectivement qui ont dû se transformer et en plus se réadapter par rapport à, là pour le coup, une transformation digitale qui est quand même extrêmement redoutable. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet qui est, enfin, nous on s'empare en tant qu'acteur du numérique depuis des années, qui est le sujet du knowledge management et savoir comment j'ai la capacité de capitaliser sur ce savoir-faire. Donc effectivement, dans une transformation d'entreprise, il y a un sujet, et moi j'appelle ça le data-driven company, pour un terme bien français, qui est de dire comment en fait je peux capitaliser sur l'ensemble du savoir-faire de mon entreprise en termes d'historique, et le digital est à ce service-là. C'est-à-dire que le digital doit être au service de capitalisation du savoir-faire, et quand on a fait ça, on a fait malheureusement que la moitié du chemin, parce qu'effectivement, ensuite, il faut créer ces couples-là, au sens très mixte du terme, au sens intergénérationnel, au sens le nouvel arrivant qui est plus digital apprend à l'ancien collaborateur qui est moins digital à être plus digital, et l'inverse, on apprend plutôt le métier au nouvel arrivant qui est plus digital, etc. Donc c'est un vrai sujet d'interaction humaine. Donc quand on a dit ça, ça veut dire que un projet de transformation, on a effectivement les moyens à mettre à disposition en termes de plateforme digitale, mais au-delà de cette plateforme digitale, il faut accompagner la transformation, le changement, l'acculturation, etc., etc. Donc, bien évidemment. Et c'est effectivement clé, sinon on va perdre des métiers au sens plus global du terme, au sens économie globale de domaine d'excellence en France, ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans l'industrie. Donc c'est clé. Je voudrais juste te dire une petite chose par rapport à ça. Je pense qu'il y a un élément aussi qu'il faut vraiment prendre en compte.
Ça, c'est quelque chose que je me suis forgé, je dirais, sur toute la partie management, donc là, en fabrication, avec différentes générations dans une équipe. Je pense qu'il faut aussi observer ses enfants. Je pense qu'ils réfléchissent pas du tout de la même façon que nous. Ils ne voient pas le monde de la même façon que nous. Donc je pense que ça va se faire tout naturellement, tout ça. Parce qu'ils n'attendent pas la même chose que nous. Le sens du travail, de la vie, de la société n'a pas du tout le même sens que ce que ça pouvait être il y a 40 ou 50 ans. Tout ça pose de vraies questions. C'est un vrai sujet. Moi, il a fallu que je m'adapte à ça. C'est-à-dire que sur des anciennes générations, je donnais un message. Une nouvelle génération, je prenais la personne, on va dire, différemment. Tel que c'était dit, tel que c'était appréhendé, c'était compris, on va dire, d'une certaine façon par l'ancienne génération. Et donc là, on est dans cette période-là où il y a quelque chose d'extrêmement important. Là, je parle au niveau sociétal, hein, je ne suis plus dans la formation numérique, mais ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important qui pour moi, recouvre tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle génération, elle arrive, mais quand elle va être là, je pense qu'il y a tellement de choses qui vont changer, mais partout, sur la façon d'être. C'est pour ça que le savoir-être aujourd'hui, il est éminemment important. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important finalement, parce que ça permet tout le reste. Voilà, c'est aussi prendre en considération que non, je ne sais pas, j'ai pas la science infuse, tout bouge, tu as le droit de savoir, etc. Je me remets en cause. Il y a ça, on est à cette période-là, donc évidemment, après, on peut appréhender les choses d'une façon ou d'une autre. C'est compliqué, mais en tout cas, c'est possible. Et je pense qu'il faut faire simple, garder du bon sens. Ça, c'est quelque chose qui est éminemment important. Arrêter de faire les choses compliquées. Voilà. Donc, moi, je voulais juste intervenir là-dessus sur ce point parce qu'il y a tout ça qui est en train d'arriver. Peut-être une dernière réaction des intervenants. Donc, voilà. Ben, on va boucler. Je vous remercie d'avoir assisté à cet atelier. Donc, les ateliers reprennent à 15h15 avec un atelier sur la cybersécurité. Et je vous remercie.